Bienvenue dans ce cours sur la spectroscopie. Donc moi je suis Morgane, je suis votre RM de chimie. Donc même si ce cours peut paraître un peu effrayant, surtout le mot spectroscopie, vous inquiétez pas, à force de vous exercer et même quand vous comprenez, tout est bon, normalement il n'y a pas trop de problèmes. Donc ici on traitera notamment du principe des analyses spectroscopiques. Ça fait peur, hein, mais ça va, hein, et de l'élucidation structurale des molécules. Donc dans cette vidéo, on aura notamment l'infrarouge, donc l'IR, et la RMN, donc la résonance magnétique nucléaire. Ok, donc d'abord, on va commencer sur les généralités, donc des méthodes spectroscopiques. Et après, on verra plus en détail pour l'infrarouge et puis pour la RMN. On commence sur les généralités, sur les méthodes spectroscopiques. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'un rayonnement électromagnétique? Les propriétés du rayonnement électromagnétique peuvent être décrites en associant la nature ondulatoire et la nature corpusculaire du rayonnement. Donc, qu'est-ce que c'est? On va d'abord voir la nature ondulatoire. Le rayonnement peut être représenté par un vecteur champ électrique que vous voyez sur l'axe Y et par un vecteur champ magnétique que vous voyez sur l'axe Z. On voit qu'ils sont perpendiculaires l'un à l'autre, mais aussi qu'ils sont perpendiculaires à la direction de propagation qui est en X, en phase, et selon une loi sinusoïdale. On peut caractériser ce rayonnement par d'abord l'amplitude, qui représente la quantité vectorielle donnant la force du champ à un maximum de l'onde. Ensuite, on peut aussi la caractériser par sa fréquence, qui est en nu, j'arrivais pas à le faire sur le diapo, je suis désolée, qui est le nombre d'oscillations par seconde, par la longueur d'onde, donc lambda, qui est la distance entre deux maxima ou deux minima successifs. Les maxima et les minima, donc les maxima, c'est les deux points les plus hauts de l'onde, et les deux minima, c'est les deux points les plus bas de l'onde. Maxima, c'est maximum au pluriel, et minima, pareil pour minimum. Et on peut aussi les caractériser par un nombre d'ondes défini comme l'inverse de la longueur d'onde. Donc le nombre d'ondes, c'est nu avec un petit trait, un petit chapeau, enfin non, un petit trait sur le nu, et donc c'est l'inverse de la longueur d'onde, donc 1 sur lambda. Et donc un rayonnement électromagnétique, ça a aussi une nature corpusculaire. C'est quoi? Ça veut dire que l'énergie transportée par le rayonnement est quantifiée. Donc on appelle photon la plus petite quantité d'énergie indivisible. Le photon, c'est aussi une particule ou corpuscule, d'où le nom nature corpusculaire, qui est dénuée de masse. Donc, on voit la formule, l'énergie d'un photon est notée grand E et peut être reliée par la longueur d'onde du rayonnement électromagnétique ou par sa fréquence. Donc là, vous avez la formule, le H, c'est la constante de Planck, donc ça, on vous la donne dans les TD, etc., ou même dans les EB, ou le jour du concours, mais bon, normalement, à force, vous la connaîtrez. Le C, c'est la vitesse de la lumière. Pareil, c'est une constante, mais bon, elle est à apprendre, enfin, vous allez la voir partout, donc elle, vous allez la connaître. Lambda, c'est la longueur d'onde. Le petit V, enfin, c'est un nu, c'est la fréquence. Et donc, le nu avec la barre, c'est le nombre d'ondes. On peut noter grâce à cette formule que l'énergie d'un rayonnement est inversement proportionnelle à la longueur d'onde et par conséquent proportionnelle au nombre d'ondes. Maintenant, on va voir les différents domaines du spectre électromagnétique. Ça varie en fonction de la longueur d'onde du rayonnement et donc de son nombre d'ondes. Donc en haut, vous avez par rapport à la longueur d'onde et en bas, vous avez par rapport au nombre d'ondes. Donc là, vous voyez les différents rayonnements selon les deux, donc le nombre d'ondes et la longueur d'onde. On va utiliser les différents domaines du rayonnement électromagnétique
pour interagir avec la matière. Ces interactions, elles vont donner lieu aux méthodes spectroscopiques. C'est pour ça qu'on en parle. En fonction de la nature de la méthode utilisée et de son domaine de rayonnement, on aura des phénomènes d'absorption du rayonnement, d'émission ou de diffusion du rayonnement électromagnétique par la matière. Donc, on a différentes méthodes spectroscopiques qui vont nous permettre d'étudier la matière. À chaque domaine du rayonnement, on aura des transitions quantiques différentes. Nous, on va en étudier que deux, donc c'est déjà pas mal, hein. La méthode de l'infrarouge qui utilise un type de transition vibrationnelle rotationnelle et la méthode de RMN qui utilise un type de transition quantique. On va d'abord commencer par la spectroscopie vibrationnelle de l'infrarouge. Déjà, première question, c'est comment on obtient les spectres infrarouges visibles. Donc pour ça, c'est très simple. On a une source de rayonnement qui va émettre un rayonnement polychromatique. On va pouvoir extraire dans ce rayonnement polychromatique une lumière monochromatique. Comment on fait? On va positionner un sélecteur de longueur d'onde. Donc on va pouvoir choisir à quelle longueur d'onde on veut extraire le rayonnement. Et donc ça va nous donner la lumière monochromatique, ou le rayonnement monochromatique. Ce rayonnement monochromatique est caractérisé par une puissance P0 et on va mettre ce rayonnement, on va le diriger vers un échantillon. Et là, on va avoir aussi un dernier rayonnement qui aura une puissance P. Donc, ce dernier rayonnement, il sera caractéristique de l'échantillon. Et donc, on va avoir ce dernier rayonnement, il va être détecté par le détecteur, qui porte bien son nom. Puis, on va l'enregistrer, et c'est comme ça qu'on va avoir les courbes d'absorbance ou de transmission. Pour info, et c'est hyper important, les spectres IR sont des spectres de transmission. Ils vont représenter la transmission enregistrée en fonction du nombre d'ondes, et non pas de la longueur d'onde, du rayonnement. Et donc, on va parler de la transmission. La transmission, elle est en pourcentage et elle est définie comme la fraction du rayonnement incident transmise par le milieu. Et donc, elle est en pourcentage. Donc, la transmission, ça va être P sur P0 fois 100, puisque c'est un pourcentage. On aura aussi l'absorbance qui est notée A, qui est une grandeur définie en fonction de la transmission. Vous avez la petite formule pour calculer l'absorbance. A, elle n'a pas d'unité, donc c'est plutôt simple. Et je vous laisse voir la formule, mais la formule n'est pas très compliquée. En gros, A, c'est moins log de T. On va aussi avoir une formule qui peut être utile. Normalement, je crois que vous l'avez déjà vue. C'est la loi de Beer-Lambert, qui est pour un rayonnement monochromatique. Et là, on voit, grâce à cette formule, que l'absorbance est directement proportionnelle d'abord à la concentration, C, de l'espèce absorbante dans le milieu, donc C c'est en mol par litre. Elle est aussi proportionnelle à L, donc la longueur du trajet optique, qui est en centimètres, et proportionnelle au coefficient d'absorption petit a, qui est en litres par mol par centimètre. Bon, centimètre, c'est cm. Donc, les spectres infrarouges, nous qu'on va étudier et qu'on va surtout analyser, vont rester dans le domaine de l'infrarouge moyen. On va utiliser des nombres d'ondes de 600 à 4000 cm-1. Les nombres d'ondes, c'est en cm-1. Les unités, c'est hyper important, surtout en chimie. Ok, comment ça marche? Bon, ça, je vais pas y passer trop de temps et c'est pas trop grave si vous comprenez pas. Le rayonnement IR est peu énergétique, ça c'est hyper important à savoir, et sera absorbé puis converti par une molécule organique en énergie de vibration moléculaire. L'énergie du rayonnement IR induit des transitions entre les états vibrationnels d'une molécule. Ainsi, les transitions observées correspondent à des vibrations des groupements fonctionnels et conduisent à un spectre de bandes. Donc c'est un spectre de bandes et on va utiliser l'IR
pour étudier surtout les groupements fonctionnels. Ça, c'est hyper important à savoir. Ainsi, pour un spectre IR, on va représenter l'évolution de la transmittance. On utilise transmittance et transmission, il y a une petite subtilité, mais bon, je ne vais pas vous l'expliquer. Et donc, ça va être la transmittance en fonction du nombre d'ondes, donc centimètres moins 1. C'est pourquoi les pics d'absorption pointent vers le bas. Et grâce à ça, les spectres IR vont donner des renseignements extrêmement précis sur la nature des groupements fonctionnels d'une molécule organique. Ok, là vous avez le petit schéma qui vous dit quel groupement fonctionnel correspond un petit peu à quel nombre d'ondes, etc. C'est pas à connaître par cœur, vous n'avez pas à l'apprendre par cœur, si vous en avez besoin, ça vous sera donné. Mais normalement, à force de faire des exercices, ça on vous le répète beaucoup, mais à force de faire des exercices, etc., vous commencerez à l'apprendre et enfin, au moins vous verrez les plus importantes. Maintenant, on va faire l'application de la spectroscopie d'absorption IR. Là, vous avez une petite molécule. Donc, comme on a dit et on le répète, c'est un outil qui est riche en informations structurales et il permettra de mettre en évidence des groupements fonctionnels. Par exemple, nous allons voir le spectre IR de l'acide acétylsalicylique, donc toujours dans l'IR moyen qui est de 600 à 4000 cm-1. Donc déjà on regarde la molécule qui est à gauche du diapo. On voit en violet un cycle aromatique. En bleu, on voit une fonction acide carboxylique et en vert, on voit une fonction ester. Je sais qu'on apprend les fonctions et tout ça, enfin les groupements fonctionnels en terminale et je vous conseille très très vivement d'y jeter un petit coup d'œil et vraiment de rapidement bien les apprendre. C'est hyper important. Et à droite, vous avez le spectre. On voit une bande très très large, à gauche, vers 3000 cm-1 et un petit peu au-delà. Cette bande est une superposition des vibrations de OH et de la double liaison carbone H du cycle aromatique. Vers 2800 cm-1, vous avez dans la continuité de la bande large, nous avons des vibrations qui correspondent à la liaison CH du groupement méthyle CH3. Mais donc dans CH3, on a CH. Vers 1700, donc c'est un petit peu plus, vous à droite, vous avez une vibration du groupement carbonyle C double liaison O. Et vers 1600, on a une vibration des liaisons simples CC du cycle aromatique. Vers 1200-1400 cm-1, nous avons une vibration des liaisons simples CO. Et pour des nombres d'ondes plus faibles, on aura vers 1400 cm-1 les vibrations de OH et CH du méthyle, vers 700-800 cm-1 les vibrations de CH du cycle aromatique. Mais on voit bien que vraiment c'est pour les groupements fonctionnels. On est d'accord. Petite conclusion sur l'IR. La spectroscopie IR est un outil d'analyse riche en informations structurales, très simple pour identifier les composés organiques et puissant qui servira à l'analyse pharmaceutique, à identifier les matières premières d'un médicament, par exemple. Maintenant, nous allons passer à la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire, donc RMN. C'est vachement plus court à écrire. Dans cette seconde partie, on s'intéresse à la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire, dont le potentiel analytique est particulièrement bien adapté pour réaliser l'identification et la caractérisation de molécules d'intérêt pharmaceutique. Vous allez voir, ce sera plus simple tout à l'heure. D'abord, c'est hyper important de définir le nombre de signaux. Au début, ça va vous paraître... vous n'allez pas trop comprendre pourquoi je vous dis ça, etc. Mais quand on fera les applications, au pire, vous retournerez en arrière dans la vidéo, mais ce sera plus clair.
Ok, les atomes d'hydrogène, donc seulement les atomes d'hydrogène, donc les petits H, ayant le même environnement électronique apparaissent dans un même signal RMN. C'est-à-dire que deux H dans le même environnement électronique vont avoir le même signal, donc le même type pic. Voilà, elles seront ensemble. Il n'y aura pas deux pics parce qu'il y a deux H si les H sont dans le même environnement électronique. Et on va dire que ces deux H, ils sont chimiquement équivalents. Ok, mais comment on sait que c'est dans le même environnement électronique ou pas? Eh ben, on va savoir par rapport à ils sont liés à quoi et à quel atome. Déjà, j'ai une petite remarque à faire. Dans ce cours, on va considérer qu'un atome d'hydrogène et un proton, c'est la même chose, parce que l'hydrogène possède un seul proton. Sauf que c'est un abus de langage, c'est pas un nom vrai, mais ce sera plus simple, on se comprend. Donc, hydrogène, proton, dans ce cours, on va dire que c'est la même chose. C'est faux, mais pas totalement, il y a une petite subtilité quand même. Donc, pour avoir le nombre de signaux, on va compter le nombre de groupes de protons chimiquement équivalents. Là, on voit sur l'exemple, parce que ce sera plus simple à expliquer comme ça, les HX, ils sont équivalents. Ils sont tous les deux liés déjà au même carbone, mais ils sont tous les deux liés au carbone, et le carbone, il est lié à un Cl, donc à un atome de chlore, et à la partie de gauche, donc à tout ce qui est C, Cl, HA, etc. Donc eux, ils sont pareils. Sauf que HA et HX, ça va être des noyaux non équivalents. Pourquoi? Parce que, ok, les deux, ils sont attachés chacun à un carbone, sauf que le carbone de HA, il est lié déjà à 2 Cl, 2 chlore. Le carbone de HX, il est lié à un carbone et un chlore. Donc c'est pas la même chose. Donc les environnements ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc c'est pour ça que HA et HX, c'est des noyaux non équivalents. Donc ils vont faire deux choses différentes. Ils vont pas être ensemble, contrairement aux noyaux équivalents, donc les deux HX. Maintenant, on va parler d'intégration. Bon, ça c'est c'est vachement moins important je trouve, mais bon. La valeur d'intégration, elle est propre à chaque groupement chimiquement équivalent, et c'est une valeur relative à l'intensité du signal. Elle est généralement égale au nombre de protons chimiquement équivalents dans le même groupe. Donc comme on a dit, c'est un peu évident, mais bon, voilà. Donc, et elle est donnée par la courbe d'intégration. Donc là, vous le voyez sur le petit schéma. Voilà. Après, on a le déplacement chimique. Donc ça, c'est un peu plus important à comprendre. Ok, donc le déplacement chimique, on a un petit problème, c'est que la fréquence des ondes absorbées par les protons dépend de l'appareil utilisé. Donc ça veut dire que d'un appareil à un autre, on va avoir différentes fréquences. Donc ça n'a pas trop d'intérêt. Donc on va choisir d'utiliser comme abscisse le déplacement chimique, qui est en ppm, qui lui est indépendant de l'appareil. Ça c'est vachement plus pratique. Les valeurs de déplacement chimique sont spécifiques à des liaisons particulières, trop bien. On peut aussi identifier directement certains groupes caractéristiques. Donc, par exemple, un hydrogène proche d'un atome électronégatif, et ça c'est hyper important à savoir, a une densité électroniquement faible. Donc il a moins d'électrons autour de lui. Pourquoi? Parce que l'atome électronégatif, il aime les électrons, il va tous vous les prendre. Voilà, donc l'hydrogène, il n'en aura plus. Enfin, il n'en aura plus. En tout cas, il en aura moins autour de lui. Il est donc moins protégé du champ magnétique et donc son déplacement chimique sera plus élevé. On va dire qu'il est déblindé. Déblindé, c'est un mot de vocabulaire hyper important. Là, on n'a pas trop voulu vous faire en détail, mais en gros, c'est ça. Pareil, là, ce que je vous ai mis, ce n'est pas à apprendre. Mais, comme d'hab, avec les exercices, etc., tu connais, vous allez un peu les apprendre, etc. Mais normalement, ça vous sera donné.
après, c'est sympa de savoir comment ça fonctionne. Vous avez le déplacement chimique, donc, et après, vous regardez à quel groupe ça correspond. Et donc, maintenant, on va parler de la multiplicité du signal. On n'oublie toujours pas ce que c'est un noyau équivalent, des noyaux non équivalents, on en aura toujours besoin. Donc, si deux protons non équivalents sont voisins, c'est-à-dire séparés de 3 liaisons ou moins. Donc là, par exemple, HA et HX, ils sont voisins. Il y a moins de 3 liaisons. Enfin, il y a 3 liaisons. Il peut y avoir interaction. Donc ça veut dire que ça modifie légèrement le champ effectif ressenti par le proton et donc son niveau d'énergie. La fréquence de résonance et donc la valeur du déplacement chimique se trouve modifiée. On dit que les protons sont couplés et la forme des signaux RMN sont modifiés. On va avoir une règle hyper importante, c'est la règle du N+1. Si un proton HA est couplé avec N protons HX, donc ça veut dire qu'il y a moins de 3 liaisons, ou 3 liaisons. Donc si un proton HA est couplé avec N protons HX voisins équivalents, le signal HA est un multiplé comportant N+1 pic. On a un petit exemple ici. HA, il est couplé avec 2 protons HX. Donc, on est bien d'accord, HA, HX, ils sont non équivalents. Les deux HX, ils sont équivalents. Donc, HA, il est couplé avec 2 protons HX, qui eux sont équivalents. Et donc, on va faire petite règle des N+1. HA, ça va être, donc il y a 2 HX, donc ça va être un triplet comportant 3 pics. C'est pour ça que c'est un triplet. Et HX, pareil, il est couplé avec HA. Pareil, il y a 3 liaisons. Mais donc il y a un seul HA. 1 plus 1, ça fait 2. Donc paf, ça fait doubler. La règle des N+1 est à savoir par cœur. Elle est hyper importante. Enfin, pas par cœur mot par mot, mais vous devez la connaître. Ok, et donc là on a notre petit tableau qui vaut... Il y a le nombre de raies, la multiplicité, donc les différents noms, singulier, doublé, triplé, quadruplé, quintuplé. Les intensités relatives, bon ça si vous comprenez pas c'est pas trop grave, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Mais il y a des règles hyper importantes à savoir, donc il y a quelques remarques, non, je les ai pas mises. D'abord, donc les intensités des pics sont données par le triangle de Pascal. C'est comme ça que vous avez les petites valeurs des intensités relatives. Les protons équivalents entre eux ne peuvent pas être couplés. Donc par exemple, les HX de tout à l'heure, ils étaient équivalents et donc ils ne sont pas couplés entre eux. Ça n'a aucun sens. Et la dernière, qui est hyper importante aussi, c'est les hétéroatomes. Donc, qu'est-ce qu'un hétéroatome? C'est les atomes possédant au moins un doublet électronique. Et par contre, les carbones, les hydrogènes et les atomes métalliques, ça compte pas. Eux, ils ne font pas partie de la liste. Mais sinon, tous les atomes possédant au moins un doublet électronique, c'est des hétéroatomes. Et ce sont en gros, si vous voulez, c'est les atomes qu'on représente dans la représentation topologique d'une molécule. Je sais pas si vous les avez, enfin normalement, je crois que vous les avez un peu fait, mais en gros, par exemple, l'oxygène, c'est un hétéroatome. Et ben, ces hétéroatomes, ils empêchent le couplage. Voilà, on ne peut pas coupler si dans les liaisons, il y a un hétéroatome. Bon, maintenant, on va passer à la partie la plus intéressante, c'est les exemples de lecture RMN. C'est là où on va pouvoir mettre toutes nos connaissances en place. Donc, on va commencer par un petit simple, tout mignon, c'est le chloroforme. Alors là, on voit très bien que le chloroforme, il a juste un hydrogène. Donc, un proton, on va dire. Donc, déjà, pas de couplage possible. Donc, parce que le proton est donc couplé avec 0 proton. Et donc, avec la règle des N+1 qu'on a dit est hyper importante, le proton a un signal de type singulier. Le proton, on peut aussi dire qu'il est déblindé à cause des 3 atomes de chlore qui se retrouvent un peu à côté. Donc le chlore, c'est hyper électronégatif. Donc
Si vous voyez du chlore, vous savez déjà que les protons à côté, ils vont être déblindés. Et donc, ce qui donne que le déplacement chimique de ce singulé est de 7,26 ppm. Et la courbe d'intégration est égale à 1. Il y a un proton, donc hyper fastoche, tranquille. Là, vous avez la petite méthode à droite du diapo. D'abord, on trouve les noyaux équivalents. Bon, là, il n'y en avait qu'un, donc c'était tranquille. Après, couplage possible ou pas, pareil. Là, il y en avait un, donc ça n'a pas lieu d'être, mais vous allez voir tout à l'heure, c'est sympa. Et donc, on utilise la règle des n+1, ça nous donne le type de signal. On regarde les voisins du proton, on compare les déblindages, parce qu'on va avoir plusieurs signaux, et du coup, par rapport à là où ils sont, on va savoir faut savoir s'ils sont plus déblindés les uns des autres. C'est hyper important. Et on va aussi regarder combien il y a de noyaux équivalents dans le groupe pour nous donner la valeur de la courbe d'intégration. Voilà, on va toujours faire ça. Donc là, le premier, il est hyper fastoche. Il y en a deux autres qui suivent, qui sont un peu moins faciles. Mais à force de répéter, je pense que, franchement, vous serez des pros. Hein. Ok, je vais pas me martyriser à essayer de dire le nom de ce truc. Mais vous avez compris, vous savez lire, c'est génial. Ok, on va faire la même chose. Donc ça va être plus compliqué, mais on va y arriver. On est des warriors. Ok, déjà, on voit, celui-là, on l'a vu depuis tout à l'heure, les deux HX, ils sont équivalents. Ils sont rattachés au même groupe, etc. Par contre, les HA, HX ne sont pas équivalents. Ça, on est d'accord. On commence d'abord, donc on va isoler petit à petit, on commence d'abord par les HX. On cherche d'abord s'il y a un couplage possible. Ici, c'est le cas. On avait dit que HA et HX se trouvent à 3 liaisons pile, donc ils sont voisins. Donc HX peut être couplé avec un proton. Règle des n+1, c'est un doublé. 1 plus 1, 2, doublé. Génial. Après, le proton sera déblindé, car il se situe à côté de 1 chlore. Chlore, on répète, substituant électronégatif. Donc sera un peu déblindé, enfin déblindé. Et pour la courbe d'intégration, égale à 2, car il y a 2 protons, enfin il y a 2 HX. Donc courbe d'intégration égale à 2. Franchement, si vous ne comprenez pas courbe d'intégration, je ne peux plus rien faire, mais voilà, hyper facile. Maintenant, pour HA, eh ben, on peut coupler HA avec les 2 HX, enfin 3 liaisons, et à côté quoi. Et donc avec règle dn+1, on fait, donc il y a 2 HX, donc 2 plus 1, ça nous donne 3. Signal type triplet. Après, on voit que le HA, il n'est pas trop loin de 2 chlore, donc de 2 Cl. Donc, on peut se dire que HA sera plus déblindé que HX. C'est pour ça que HA est à gauche de... Enfin, le signal de HA, il est à gauche du signal de HX. Voilà. Il y a un seul HA, donc courbe d'intégration égale à 1. Voilà. Jusqu'à là, tout va bien. Et là, le dernier, normalement, vous êtes des pros, vous connaissez, même méthode. Donc après, lui, on l'a jamais vu, donc ce sera peut-être moins simple. Bon, là, je pense que vous voyez un peu pourquoi ils sont pas équivalents, mais tous les H sont liés à un carbone et à tout le groupe à droite que je vais pas citer. Et HX, c'est OK, c'est aussi attaché à un carbone, mais ce carbone, par exemple, il est attaché à un chlore, alors que le carbone des HA, il est attaché à un C, enfin un carbone, quoi. Donc HA et HX, là, ils ne sont pas équivalents. Donc, on va les séparer et on va déjà commencer encore une fois par HX. HX, donc on regarde à quelle distance il est des autres protons. Il est à 3 liaisons des HA. Trop génial. Ils sont couplés. Vous allez me dire, mais il y a aussi un dernier H, celui du COH, faut pas l'oublier, mais lui, il peut pas. On rappelle, le O, oxygène, c'est un hétéroatome, donc il bloque le couplage.
Donc HX, il est couplé avec 3 protons, les HA. Avec la règle du n+1, donc 3 plus 1, ça fait 4, type quadruplé. HX, on peut aussi dire qu'il sera plus déblindé que HA, là comme ça, juste en le voyant, parce que HX, il est à 2 liaisons du chlore, donc du Cl, alors que les HA, ils sont à 3 liaisons, donc il est plus proche du chlore, qui est électronégatif, je le rappelle, et donc HX, il sera plus déblindé, donc plus à gauche, comme on voit sur le spectre, il sera plus à gauche que tous les HA. Par contre, le H du COOH, lui, il est encore plus déblindé parce que il fait partie justement du groupe COH. Ça, faut le savoir, le H du COH, vachement à gauche. On peut pas on peut pas y faire grand-chose. Et donc, courbe d'intégration, HX, il est tout seul, donc courbe d'intégration égale à 1. Maintenant, on fait les HA, on est bientôt à la fin, donc on se motive. Donc HA couplé avec un proton, qui est le HX, donc, qui a 3 liaisons. Règle des n+1, 1 plus 1, ça fait 2, donc signal du type doublé. Et la courbe d'intégration, 3, hein, il y a 3 HA. Voilà, c'est simple. Bon, petit mot de la fin. Voilà, le cours il est terminé. J'espère que ça vous a pas paru trop compliqué. J'espère avoir essayé d'être, enfin j'ai essayé d'être claire, donc j'espère que vous avez compris. Gros cœur sur vous, pas de stress, c'est l'après-rentrée, c'est du bonus, c'est tranquille. On ne se stresse pas, on dort, on mange bien, équilibré. On fait peut-être un peu de sport pour certains. On lit, on se détend, on voit les amis, les premières, deuxième semaines de la rentrée, tout ça. Et chill. Bisous les loulous, merci.